et bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne, la bibliothèque d'Emilia. Aujourd'hui, on va faire le bilan du mois de juin. Et pour ceux qui ne le savent pas, le mois de juin a marqué surtout mon passage dans la trentaine. Ça y est, j'ai basculé du côté obscur de la force et j'ai eu la chance d'avoir un anniversaire incroyable à Disney. Mais surtout mon premier cadeau de la trentaine, c'était quelque chose que j'attendais avec grande impatience. Ça commence par Co. Et puis ça finit par 3 lettres, je pense que vous voyez de quoi je veux parler. Et vraiment c'était un cadeau incroyable, voilà, pour mes 30 ans c'était fou. Comme s'il attendait que je sois mature pour me frapper de toutes ses forces. Donc du coup ça a énormément affecté mes lectures, on va pas se mentir, ça a beaucoup joué. Je vous avais déjà fait un update sur mes premières lectures du mois de juin. Donc en ce qui concerne les lectures que je vous ai déjà présentées, je vous mettrai la vidéo par ici et puis je passerai très vite. Comme je vous ai dit, c'était pas un mois incroyable niveau lecture, j'ai beaucoup moins lu que d'habitude et ça a été un petit peu en demi-teinte. Il y a eu de très bonnes choses, mais ça a été quand même un petit peu en demi-teinte. Ma première lecture, ça a été Cottage, Fantôme et Guet-apens de Anne Granger, publié chez 10-18. C'est un livre qui est marketisé comme Cozy Mystery, mais moi je trouve que c'est plutôt du policier classique, c'est juste que ça se passe dans une petite ville. Mais pour moi on est très loin d'un Cozy Mystery, ce qui fait que j'ai été un petit peu déçue en le lisant, mais ça reste quand même je trouve une bonne histoire, juste faut pas y aller en pensant que c'est du Cozy Mystery. J'ai lu également Le jeu de l'assassin d'Anne Caillot-March, publié dans la collection Archipoche, des éditions Archipel, que je n'ai plus parce que j'ai dû le rendre à la bibliothèque. C'était un Cozy Mystery pas mal, dans la vibe un petit peu Agatha Christie. Malheureusement j'avais 38,5 de fièvre quand je l'ai lu, donc j'ai eu un petit peu de mal à situer l'action, à reconnaître les personnages, et du coup c'était pas non plus une lecture incroyable, même si je vais continuer parce que je pense que j'étais pas dans le bon mood pour lire ça. J'avais également lu sur le trajet de retour pour Disney le livre, donc l'attraction Pirates des Caraïbes, qui relate un petit peu la genèse de l'attraction, comment comment elle est devenue celle qu'elle est maintenant, avec plein de petites anecdotes et d'histoires. C'était assez sympa, mais voilà, c'est un petit livre de non-fiction quoi. Ensuite, dans les romans que je vous ai déjà présentés mais que j'avais énormément adoré, il y avait donc La sœur disparue de Lucinda Riley, publié au livre de poche. Ça c'était le dernier tome sorti de la saga Les 7 sœurs, donc ces sœurs qui ont été adoptées par un riche mécène et qui chacune leur tour vont parcourir le monde pour découvrir leur identité biologique du moins. Et dans ce tome là on cherche la 7ème sœur qui n'a jamais été adoptée, j'en dirai pas plus. C'était une super lecture comme d'habitude, j'adore toujours autant cette saga, je trouve que vraiment c'est une saga de livres qui fait du bien au moral et qui nous fait voyager. Encore une fois, si vous voulez un avis plus global, je vous mets la vidéo où je vous fais un retour dessus. Et enfin, j'avais lu L'Empire libéré de Melissa Caruso, publié aux éditions Big Bang. Donc c'est le 3ème tome des Faucons de Ravera. Ça aussi a été un énorme coup de cœur pour cette saga. De toute façon, je vous fais une vidéo très vite, mi-juillet je crois qu'elle va sortir, sur la saga Les Faucons de Ravera, parce que vraiment, elle mérite plus de visibilité. C'est une saga terminée. Donc je vous en dirai plus dans la vidéo sur la saga en particulier. Mais en tout cas voilà, c'était vraiment une très bonne lecture pour moi. Et donc du coup on va passer aux lectures que j'ai faites depuis et qui clôturent un petit peu mon mois de juin. Alors on va commencer par Le magicien quantique de Derek Kungskane, publié au livre de poche. Je crois que ça a été publié chez Albin Michel Imaginaire. Pourquoi je commence par celui-là? C'était un livre que j'ai eu via le prix des lecteurs. Donc, pour ceux qui ne savent pas, je suis jurée du prix des lecteurs sélection imaginaire cette année. C'est la première fois qu'ils ouvrent la sélection imaginaire. Avant je l'ai fait dans la sélection thriller je vais pas vous en parler longtemps tout simplement parce que je n'ai rien compris à ce livre et je l'ai arrêté. Voilà. J'ai lu 60 pages. Alors c'est pas beaucoup 60 pages, mais en fait en 60 pages j'ai rien compris. C'est un livre qui pour moi s'adresse à des fans de science-fiction qui ont déjà des notions de tout ce qui est physique quantique, de l'espace. Voilà, c'est un livre qui pour moi est très technique et en fait je n'ai rien compris.
Je n'ai rien compris, je ne comprenais pas l'histoire, de quoi ça parlait, parce que j'exagère, hein, mais un mot sur 3, je ne le connaissais pas. Voilà, pour moi ça s'adresse vraiment à des fans de science-fiction et de science-fiction très très poussée. Moi qui n'ai jamais lu de vraie science-fiction, je lis plus de la dystopie et je n'ai jamais lu de vrais ouvrages d'SF. J'aimerais bien m'y mettre, mais via des ouvrages qui sont peut-être un peu plus accessibles. Celui-là, si vous ne connaissez pas la SF, vraiment, mais je vous le conseille pas du tout parce qu'il est vraiment exigeant pour moi. Et ça m'a un peu agacée en fait, de rien comprendre. Donc je l'ai arrêté parce que je me suis dit que je perdais un petit peu mon temps. Donc voilà, c'est dommage. Dans la série du prix des lecteurs, j'ai également lu Un long voyage de Claire Duvivier. Et là, pour le coup, c'était un peu mieux. C'est de la fantaisie. C'est publié à la base aux Forges de Vulcain, je crois. Et on va suivre Lies, qui est un jeune homme qui vient d'un milieu un peu pauvre quand même, hein, une classe sociale un petit peu basse. Et il va être, par un petit peu le hasard des choses, choisi pour être le secrétaire de Malvine. Malvine, c'est une des dernières sangs bleus en gros de l'Empire. Et c'est surtout celle qui est vouée en fait à prendre le pouvoir, à voilà, faire la suite dans l'Empire. Et il va la suivre du coup un petit peu partout, d'où le long voyage, parce qu'ils vont vraiment bouger un petit peu aux quatre coins de l'Empire. Mais c'est aussi l'histoire d'un empire qui va se dégrader jusqu'à en fait, jusqu'à la fin d'un empire justement. Ça aborde beaucoup de thèmes un peu particuliers comme l'esclavage, mais aussi la consanguinité entre les familles royales. Enfin voilà, c'est un petit peu axé là-dessus. Mais surtout, ce que je trouve très étrange dans ce roman, c'est que au début, on comprend pas trop l'intérêt du roman. On comprend pas le fil rouge. C'est un petit peu comme... Pour moi, c'est comme un journal intime en fait. Ça n'a pas vraiment de lien, c'est très des phases de vie, voilà. Et au début, j'ai eu vraiment du mal à comprendre où on allait. L'histoire était compréhensible, mais le but était pour moi très obscur. Et du coup, au début, j'étais un petit peu... je comprenais pas trop l'intérêt du livre. Et c'est vrai que quand on se dit que le bouquin fait 300 pages et qu'au bout de 150 pages, on n'a toujours pas compris le but de l'histoire, c'est un peu bizarre quand même. Mais finalement, à la fin, tout s'imbrique un petit peu, tout voilà fait sens. Et je suis ressortie bizarrement de ce livre avec une très bonne impression. Alors que la moitié du temps, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce machin ? Parce que je pense qu'il y a aussi une écriture qui est très belle, très poétique, et surtout pour moi c'est un ovni. J'ai jamais lu un livre de fantasy comme ça. Et pour moi il était vraiment particulier. C'était vraiment un journal, un carnet de bord un peu, un carnet de voyage. C'est comme ça que moi je l'ai perçu en tout cas. Et même si le début a été un petit peu rude, ça a été quand même une bonne lecture, et pour l'instant c'est mon préféré de la sélection. En fait, on va rester dans les livres de poche et je vais vous présenter ma toute dernière lecture. Il s'agit de L'Anti-Lune de miel de Christina Loren, c'est publié chez Hugo. Dans la collection New Romance, je crois, oui, c'est ça. Donc Christina Loren, c'est un duo d'autrices et je sais qu'elles font des sagas très très olé olé, ce qui est pas trop... J'aime bien le olé olé, mais... le contemporain très olé olé, c'est pas ce que je préfère, mais elles font aussi des one-shots un peu plus chill quoi. Je crois, il me semble, si je me trompe pas, qu'elles ont fait celui avec un Noël sans fin, avec la boucle temporelle qui m'intéresse énormément, je pense que je vais le lire à Noël. Dans ce livre, on va suivre Olive et Ethan qui se détestent cordialement, mais ils ont quelque chose en commun, c'est que la sœur jumelle d'Olive, qui s'appelle Amy, est mariée avec le frère d'Ethan, qui s'appelle Dean, je crois. Oui, Dean, je sais plus, j'ai oublié son nom, je l'aime pas trop, donc... Dane, qui s'appelle Dane, voilà. Et en fait, on commence l'histoire avec le mariage donc de Amy et Dane, et pas Dean. Sauf qu'il y a une grosse intoxication alimentaire qui touche beaucoup de personnes pendant le mariage, mais Olive et Ethan s'en sortent indemnes et décident de ne pas gâcher cette lune de miel durement gagnée par Amy et décident de partir donc à leur place en fait, alors qu'ils se détestent. Faut savoir que Amy, elle est accro au jeu concours et qu'elle a financé en fait la quasi-totalité de son mariage via ça. Et déjà je trouvais ça très drôle comme anecdote. Et donc on va suivre Olive et Ethan donc sous les cocotiers hein, en train de jouer au faux couple parce que dans les conditions en fait de gain, il faut que ce soit les
les gagnants qui partent, sinon ils doivent rembourser le voyage. Donc ils se font passer pour ce qu'ils ne sont pas en fait. Et évidemment ils vont tomber amoureux, mais c'est un roman qui pour moi est très drôle. Les scènes olé olé sont vraiment très très soft, hein, pour ceux qui ont un peu peur de ça. Clairement c'est très soft, il y en a peu et c'est pas explicite. Et j'aime beaucoup le sarcasme, et il y a énormément de sarcasme dans ce livre parce qu'en fait ils se parlent que comme ça au début. Et même à la fin d'ailleurs c'est leur caractère, et vraiment j'ai trouvé que c'était deux personnages qui étaient très attachants avec leurs faiblesses, mais qui n'étaient pas exaspérants non plus. Et je les ai trouvés très humains en fait, et j'ai adoré suivre leur relation. C'était vraiment choupi et drôle, un petit peu sexy, et puis vraiment très sarcastique en fait. Et moi j'adore ça, je me rends compte que j'adore les personnages qui sont sarcastiques, peut-être parce que je le suis moi aussi. Mais du coup voilà, c'était vraiment c'était frais, c'était exactement ce dont j'avais besoin à ce moment-là, parce que je savais pas quoi lire, et tout ce que je commençais je le reposais direct, et puis je me suis dit tiens si je prenais ça, ça a l'air fun, pas de prise de tête, parce que j'avais des gros maux de tête à ce moment-là. Donc vraiment ouais, en fait ce livre a fait parfaitement le job, ça a été une très bonne lecture pour moi. Alors oui, il y a des petits clichés évidemment, mais c'était pas du tout dérangeant en fait, c'était sympa, c'était drôle, et je le recommande vraiment pour les personnes soit qui aiment la romance, soit même les personnes qui à la base sont pas très romance, mais qui aiment les choses fun et légères, parce que pour moi c'est un bon entre-deux. C'est une romance sans être non plus trop dans les codes de la romance, donc voilà, je vous conseille. Next, de quoi je vais vous parler? Ah, alors, Le Trône des Sept Îles de Adalyn Grace, publié chez De Saxus. C'est l'histoire d'une jeune fille qui est un petit peu l'héritière donc du trône, mais pour ce faire, pour pouvoir mériter sa couronne, elle doit faire une espèce d'épreuve devant tout le monde et prouver qu'elle peut maîtriser une certaine magie qui s'appelle la magie des âmes, qui est inhérente un petit peu à la famille royale. Sachant que sur les 7 îles, chaque île correspond à un type de magie, et les personnes normalement n'ont le droit d'utiliser qu'un seul type de magie. Sinon, il y a un monstre qui va se déchaîner, et donc ceux qui peuvent contenir le monstre, c'est justement la famille royale avec la magie des âmes. Franchement, ça partait ultra bien. J'adorais le concept, les magies vraiment spécifiques à chaque île. C'était un petit peu violent, donc c'était pas non plus tout gentil en mode bisounours. J'avais bien aimé aussi l'histoire de la magie des âmes. Le côté un peu mer, parce que comme ça il y avait de la navigation à prévoir, des créatures aquatiques et tout. Vraiment ça partait très bien, mais j'ai pas du tout aimé. Voilà, je le dis. Je vais peut-être m'attirer des foudres en disant ça, mais j'ai pas du tout aimé parce que j'ai détesté le personnage principal. Mais alors, je l'ai détesté. Ce qui a rendu ma lecture très pénible, et malheureusement, vu que je l'aimais pas du tout, j'avais aucune empathie pour ce qui lui arrivait. Donc j'étais pas accrochée à l'histoire. Voilà. Je pense qu'il y avait de très bonnes choses dans ce livre, mais ça ne l'a pas fait avec moi. Voilà. C'est un livre qui pourtant, je pense, pourra plaire à pas mal de monde, parce que voilà, c'est rythmé, il se passe des choses, il y a un système de magie qui est un peu sympa quand même. Enfin voilà, il y a plusieurs personnages auxquels des personnes peuvent s'identifier, mais moi ça l'a pas fait parce que j'ai pas aimé le personnage principal, et je crois que ça m'a vraiment gâché un peu ma lecture, et je le lisais en lecture commune, et la personne avec qui je l'ai lu aussi n'a pas du tout aimé le personnage principal, et en fait on s'en plaignait un petit peu tout le long. Donc voilà, ça a pas été une très bonne lecture. Je pense pas que je lirai la suite. Il y a un deuxième tome de prévu, mais depuis le début de l'année, là j'essaye d'abandonner tout ce que je n'aime pas pour essayer de me concentrer sur ce que j'aime ou sur ce que je pourrais aimer. Donc malheureusement ça va partir sur Vinted. Voilà, mais je ne le déconseille pas, hein. Je pense juste qu'il n'était pas pour moi. C'était pas une héroïne qui m'a touchée, et voilà, et ça arrive, c'est comme ça. J'ai lu de très bons retours par certaines personnes sur ce livre, et c'est pour ça que je suis persuadée qu'il peut plaire à pas mal de personnes, mais avec moi ça l'a pas fait, malheureusement. Ensuite je vais vous parler de ma lecture VO du mois. Il s'agit de Blood Sion de Deborah Fallay, c'est publié chez Harper Teen, et c'était donc ma lecture Fairy Loot du mois.
Donc comme toujours, il y a des très belles choses qui sont faites chez Fairyloot. C'est une fantaisie, je dirais plutôt adulte que young adulte. Et surtout, c'est une fantaisie africaine. Alors, je vais le dire dès le départ, ne connaissant pas cette culture, je ne peux pas dire si ça a été bien fait ou pas, si ça respecte les cultures africaines ou non, parce que je ne suis pas de cette culture et du coup je ne suis pas la meilleure placée pour pouvoir vous dire si ça respecte bien les cultures africaines. Voilà. Cependant, l'autrice est mi-américaine et mi-nigérienne vu qu'elle est née au Nigeria. Donc j'ose supposer que ça doit quand même pas mal respecter cette population. On va suivre Sloane qui a 15 ans et elle va être embrigadée de force en tant qu'enfant soldat pour l'Empire, je crois, ou la République, enfin pour le gouvernement en fait au pouvoir tout simplement. Et elle cache un petit secret, c'est que elle fait partie de la nation de Sion, enfin sa mère était de Sion, et ce sont des personnes qui ont des pouvoirs magiques et qui sont aussi chassées et traquées par le gouvernement. Du coup elle se cache un petit peu de sa vraie nature et elle va accepter en gros de rentrer dans l'armée des enfants soldats, enfin accepter, c'est pas comme si elle avait vraiment le choix, mais elle va y aller de son plein gré parce qu'elle aimerait pouvoir ensuite se retourner contre le pouvoir, en gros. C'est une histoire de vengeance, c'est une histoire de barbarie, c'est une histoire d'enfants soldats et c'est pour ça que je vous dis que je suis pas la meilleure placée pour vous en parler, mais que ce sont des choses qui existent dans la vie réelle, les enfants soldats, et l'autrice s'est énormément inspirée de ça pour écrire sa fantaisie. Je crois que c'est une duologie d'ailleurs, il me semble. J'ai retrouvé des petites vibes à la Nevernight. C'était vraiment très sympa, il y avait des thèmes intéressants qui ont été abordés. J'ai trouvé que l'action était un petit peu uniforme tout le long, il n'y avait pas de creux. Les personnages étaient intéressants, ils étaient creusés. Le personnage principal, bien qu'elle soit en colère, n'est pas tombée dans les travers de ces femmes en colère qui en font un peu trop. C'était vraiment, pour moi, c'était vraiment sympa. Il m'a manqué un petit truc, je sais pas quoi. Mais il m'a manqué quelque chose pour que ce soit vraiment une lecture waouh. Je lirai la suite du coup quand même. Mais voilà, c'était très intéressant et en plus c'est la première fois que je lis de la fantasy inspirée des nations africaines. C'était une première pour moi, je connaissais pas grand chose et j'ai trouvé ça vraiment sympa. Alors j'ai écouté l'audiobook et au début j'ai eu un petit peu de mal parce que la personne qui a été choisie pour narrer en fait en anglais l'histoire avait un fort accent et en fait ça m'a pas du tout dérangée dans le sens j'avais pas envie d'entendre un accent parce qu'au contraire je trouvais que ça allait bien avec l'histoire, mais j'avais du mal à comprendre au début et puis je m'y suis habituée et ça m'a d'autant plus plongée dans cette ambiance et j'ai trouvé ça vraiment sympa. Donc voilà, c'était une bonne lecture, ce qui n'est pas toujours le cas avec Fairyloot. Mais il m'a manqué un petit truc pour que ce soit une excellente lecture. Et donc on va passer aux deux dernières lectures qui ont pour le coup été des très bonnes lectures. Le premier c'était Clarisse Sabart avec Le Souffle des Rêves, c'est publié chez Charleston et c'était mon premier Clarisse Sabart hors comédie romantique de Noël. J'avais envie de tester la plume de l'autrice mais j'avais pas encore eu l'occasion. Et j'avais acheté celui-ci parce qu'on était sur une double temporalité un petit peu à la Lucinda Riley et que ça parlait d'Irlande. Et que je devais lire La Sœur disparue qui se passait aussi en Irlande, donc j'avais un petit peu envie de rester dans cette vibe. On va suivre Abby dans le New York des années 90 à peu près, qui va quitter sa vie parce que son mariage prend l'eau, qu'elle sait pas où elle va, que son boulot lui convient pas et elle va se rendre en Irlande, donc sur les traces de sa grand-mère qui est récemment décédée, où elle va retrouver sa mère avec qui elle a une relation qui est pas facile parce que sa mère était une star du cinéma et elle n'a pas souvent été là pour elle, et elle va pouvoir retrouver sa grand-mère par le biais de cassettes audio qu'elle lui a tout simplement enregistrées pour lui expliquer
sa vie, tout simplement, pour lui raconter en fait tout ce qu'elle a vécu et qu'elle ne lui a jamais dit. Et donc on va suivre à la fois Abigail qui va avoir des petits moments de vie entrecoupés de cassettes qu'elle écoute et qui raconte la vie de sa grand-mère qui elle a fait l'inverse, elle est partie d'Irlande en bateau pour aller construire sa nouvelle vie quand elle était petite à New York, tout simplement. C'était vraiment frais et c'était plein d'émotions. J'ai trouvé que c'était vraiment voilà, une histoire qui vous transportait, qui vous faisait voyager. C'était vraiment un roman qui m'a permis de m'évader en pleine maladie tout simplement. Et malgré ma fièvre, je l'ai dévoré ce gros pavé en 2 jours et demi. Voilà. Clairement, je l'ai bouffé ce livre. Et souvent c'est très bon signe parce que ça veut dire que j'arrive pas à m'arrêter, que j'ai envie de savoir ce qui se passe et que je suis prise dans l'intrigue que j'ai d'ailleurs trouvé vraiment sympa avec toute l'enfance en fait de la grand-mère d'Abby qui arrive je crois en 1908 ou 1910 à New York. Et on va la suivre jusqu'à ce qu'elle soit une jeune femme. Donc on va suivre vraiment ce New York en pleine ébullition, en pleine révolution industrielle jusqu'à la prohibition en fait. Et c'est des périodes que j'aime beaucoup, donc j'ai vraiment aimé suivre la grand-mère d'Abby dans ses histoires, mais également j'ai adoré suivre Abby dans son histoire à elle. Et souvent avec les doubles temporalités, il y a, ou même avec les plusieurs points de vue, il y a une temporalité ou un point de vue qu'on aime moins que l'autre. Et là non, en fait j'aimais les deux tout autant et du coup j'étais tout autant contente de retrouver l'une ou l'autre dans ces aventures. Alors oui, il y a des petits clichés, il y a des petites facilités, il y a des choses que j'ai vu venir à 1000 km, mais c'est pas grave. Parce que je lui demandais pas ça, ce livre, je lui demandais de me faire oublier un petit peu le quotidien et de me transporter, et c'est exactement ce qu'il a fait. Je n'étais pas par contre au courant que ça se reliait avec l'histoire de la femme au manteau violet, ce qui fait que maintenant je vais être obligée de lire la femme au manteau violet, vraiment quel enfer, je vais être obligée de le lire, oh là là. Mais voilà, sachez-le, si jamais vous voulez faire les choses dans l'ordre, vous pouvez lire je pense la femme au manteau violet avant. Pour celles qui ont lu les deux, dites-moi s'il vaut mieux lire la femme au manteau violet avant ou le souffle des rêves. Je vous laisse me dire si jamais vous avez lu les deux. En tout cas c'était une réussite pour moi et je lirai plus de romans de cette autrice parce que vraiment c'était un bon moment, c'était plein d'émotions, des personnages attachants, c'était palpitant, il n'y avait pas de creux et surtout ça nous a transportés dans le New York en pleine expansion et c'était vraiment sympa. Donc je recommande à toutes les personnes qui aiment par exemple Lucinda Riley, je le recommande. Pour moi c'est... alors personne ne bat Lucinda sur les sagas familiales avec double temporalité. Mais celui-là, il n'est pas à la hauteur de Lucinda, mais il s'en rapproche vraiment fortement. Et enfin, le dernier livre que j'ai lu en ce mois de juin, pas du tout dans l'ordre chronologique, hein. Là je vous ai fait une fin du mois de juin, pas du tout dans l'ordre chronologique, mais c'est pas grave. Il s'agit de Sous les cendres de Christopher Carlson, publié chez Pygmalion, et c'est mon premier service presse. Alors autant vous dire que quand je l'ai commencé, j'étais terrorisée parce que je me suis dit oh là là, c'est mon tout premier, imagine tu détestes. Voilà, c'est ce que je me suis dit, hein. Je me suis dit oh là, imagine tu détestes ton premier service presse. Ça m'a un petit peu inquiétée parce que je ne sais pas faire semblant, je ne sais pas dire que j'aime un livre alors que je ne l'aime pas. Et j'aurais été très gênée que mon premier livre soit un échec et que du coup soit je vous en parle très rapidement en disant j'ai pas aimé, soit je vous en parle pas parce que je voyais pas l'intérêt. On va suivre plusieurs époques dans ce livre, mais la première commence en 94 et on va suivre Isaac qui est un petit garçon et il y a une jeune femme, Lovisa, qui est tuée dans son village et tout accuse en fait son oncle Edvard, de qui il est très très proche, qui est un petit peu un père pour lui parce que son papa à lui il est pas à la maison, il a un boulot très prenant et c'est donc le frère de sa maman. Et il est très très proche d'Edvard, voilà, il passe beaucoup de temps avec lui. Et donc cette jeune femme va être tuée, il va y avoir un incendie qui va mettre le feu à sa grange donc Edvard va être soupçonné et surtout il
va être condamné. Et on va suivre donc cette partie-là à cette époque-là. Mais également on va suivre une partie un peu plus tard quand Isaac a grandi. Et Vidar, qui était l'enquêteur au moment des faits, on suit également dans la partie dans le passé, va se demander si en fait s'il a bien arrêté Bon Suspect. Voilà. J'ai été très étonnée parce que la première partie qui est décrite donc dans le résumé dure très longtemps finalement. Et ça dure presque plus d'un tiers je dirais du roman. Mais c'est pas grave parce que ça m'a pas trop dérangé de savoir où on allait parce que dès les premières pages on vous donne un petit peu le ton, hein. On vous amène dans la direction. Donc au final ce roman, bah je l'ai adoré, vraiment. Et j'étais tellement contente parce que, ben voilà, en fait je connaissais pas du tout l'auteur et surtout quand avec Pygmalion on a décidé pour un partenariat en tant que, bah voilà, pour des services presse, je connaissais surtout leur catalogue imaginaire, c'est ce qui m'avait le plus intriguée dès le départ, mais je connaissais, enfin j'avais lu aucun de leurs thrillers, du coup je connaissais pas du tout leur ligne éditoriale et j'allais vraiment à l'aveugle parce qu'en plus j'en avais pas du tout entendu parler, il venait de sortir, d'ailleurs il est sorti début juin, ça c'est vraiment une nouveauté. Et j'ai vraiment adoré ce thriller. Je n'ai pas lâché, je l'ai lu vraiment rapidement, il fait 500 pages mais je crois que je l'ai lu en 3 jours. Et vraiment j'étais super contente parce que j'avais tellement peur de pas aimer et au final c'est une intrigue alors qui est très lente mais bizarrement, même si ça prend son temps, j'ai trouvé que c'était pas du tout barbant, voilà. Même si l'intrigue avance lentement, il y a énormément de détails qui sont très importants à l'histoire, qui sont amenés progressivement comme ça, et on a plus l'impression, je sais pas si vous avez déjà vu Dark, c'est une série sur Netflix, mais pour moi ça, alors c'est pas exactement pareil, mais ça a quand même le même genre de fonctionnement. C'est un petit peu vous avez une petite ville dans un pays un peu froid où les gens se connaissent tous et parlent tous les uns sur les autres et vous avez donc un coupable qui est tout désigné et forcément tout le monde en parle, soit en parle au petit garçon, soit tout le monde le pointe un peu du doigt et petit à petit vous vous rendez compte qu'il y a des choses qu'on ne savait pas et vous découvrez, vous grattez un petit peu la surface pour comprendre ce qui s'est vraiment passé pendant cette nuit là et même si ça prend son temps, j'ai pas trouvé que c'était long et j'ai trouvé au contraire que c'était bien rythmé même si l'intrigue avance pas énormément. C'est ça qui est très étrange, c'est que j'ai trouvé que c'était rythmé sans qu'il y ait beaucoup d'action en fait. J'ai tout autant aimé les passages qui concernaient Isaac que l'enquêteur, idem pour les époques puisque vous avez plusieurs époques, j'ai aimé toutes les époques et j'ai trouvé la fin légèrement rapide. Voilà, c'est la seule chose que j'ai à dire sur ce livre, c'est que j'ai trouvé que la fin était un petit peu trop, voilà, d'un coup. Mais c'est pas grave parce que la résolution et l'identité du meurtrier et les raisons de son acte, pour moi, étaient cohérentes, elles étaient logiques. J'aurais pu les voir, mais ça a été bien dissimulé tout au long du bouquin, donc même s'il y avait des indices, je les ai pas forcément vus, ça m'a pas paru évident. Et c'est peut-être pour ça que je dis que c'était un petit peu rapide, mais au final, je suis satisfaite de cette fin. J'aurais aimé qu'elle soit un tout petit peu plus étoffée, mais je suis satisfaite. Donc voilà, c'est un thriller que je vous recommande parce que franchement il est vachement bien. Et en même temps, il n'est pas gore, il n'est pas trop exigeant, mais il n'est pas trop simple non plus. Vous voyez, c'est pas non plus un thriller très grand public. Mais si vous aimez bien un petit peu de thriller de temps en temps, je vous le conseille. Si vous aimez du thriller nordique de temps en temps ou tout le temps, je vous le conseille aussi. En tout cas c'était vraiment une super découverte pour moi et j'ai lu que celui-ci il avait été finaliste d'un prix mais qu'il y en a un autre de cet auteur qui a gagné un prix suédois je crois, donc je pense que je vais essayer de mettre le deuxième titre, donc celui qui a gagné un prix, dans ma pile à lire parce que vraiment j'ai bien aimé et j'ai trouvé la plume vraiment sympa. Je vous le redis, ce n'est pas parce que c'est un service presse que je vous en fais la pub. Je le redis, je dis exactement ce que je pense, quand je le pense, et ce n'est pas parce qu'on m'a envoyé ce livre que je vous dis qu'il est bien, c'est parce que je l'ai vraiment apprécié. Je préfère qu'on soit clair quand même, c'est mon tout premier, alors je voudrais
voilà, cadrer les choses. C'est pas parce qu'on me l'a envoyé que je vais dire que je l'aime bien alors que je l'ai pas aimé. Bon, j'ai vraiment apprécié ce roman. Voilà, c'était la fin de ce bilan. Au final, vous avez vu, il y a eu du bon, il y a eu du moins bon. Il y a surtout eu la maladie qui m'a mis KO et qui m'a toujours mis KO. Là, ça fait 2 semaines et je suis encore très fatiguée. D'ailleurs, au boulot, on m'a dit que j'avais une sale tête. C'est dire. En tout cas, j'espère que le mois de juillet sera prolifique, surtout en bonnes choses, parce que je vais être en vacances, donc ce qui veut dire que je vais beaucoup lire, et j'espère que ce sera de très bonnes lectures. En attendant, n'hésitez pas à me dire quel est le livre qui vous a intéressé dans ce que je vous ai proposé, ou alors tout simplement de me dire quel a été votre livre favori au mois de juin, et puis bah, je me ferai un plaisir d'aller voir les résumés et peut-être les mettre dans ma wishlist si je ne les ai pas lus. En attendant, je vous souhaite d'excellentes lectures pour ceux qui partent vite en vacances dans pas longtemps. De très bonnes vacances à vous. Pour les autres, courage, on y est presque. Et puis bah comme d'habitude, je vous fais des bisous.